Bonjour. L'analyse factorielle des correspondances, ou AFC, est une méthode statistique qui permet de transformer un tableau de nombres en un mapping, c'est-à-dire un graphique. Cette méthode est très utilisée en dépouillement d'enquête, mais dans les faits, elle est souvent très mal comprise. Dans cette micro-formation, qui se compose de 4 chapitres, je me propose de vous expliquer la logique de fonctionnement de l'analyse factorielle des correspondances. Alors un petit avertissement avant de commencer. Bien que cette formation s'appelle l'AFC pour les nuls, et donc se veut très simple, il faut tout de même un niveau minimal en mathématiques pour pouvoir la suivre. Vous devez comprendre ce que c'est qu'une matrice et ce que c'est qu'un vecteur, par exemple un produit scalaire. Et donc vous devez avoir un niveau bac ou un peu plus. Alors l'analyse factorielle des correspondances a été développée notamment à partir des années 70 par un mathématicien qui s'appelle Jean-Paul Benzécry, donc elle est maintenant bien connue. Alors le but de ce cours est pour vous de comprendre les fondements de l'AFC, de comprendre le processus de calcul utilisé, comment est-ce qu'on fait notamment pour transformer un tableau en un graphique, et quelles sont les logiques sous-jacentes. Il faut qu'à l'issue de cette présentation, vous soyez capable de pouvoir expliquer un mapping produit par une AFC. Et puis finalement, nous aborderons quelques autres points. Je vous parlerai rapidement de quelques logiciels permettant de mettre en œuvre l'AFC. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont pratiqué l'analyse en composantes principales, je vous proposerai quelques éléments de comparaison. Avant de commencer, quelques détails pratiques. Si vous trouvez que les schémas sont trop petits ou trop durs à lire, la première chose à faire est de choisir le mode haute définition en cliquant en bas à droite de cette fenêtre et en sélectionnant 120 pouces haute définition. En bas à droite de cette fenêtre, vous pouvez également mettre la vidéo en mode plein écran. Par ailleurs, je me suis limité à 10 minutes par chapitre, c'est parfois un peu rapide. Vous pourrez trouver sur mon site web tous les originaux des diapositives. Pour finir, ce cours est distribué sous licence Creative Commons. Tant que vous ne faites pas de plagiat, c'est-à-dire tant que vous citez votre source, vous pouvez le réutiliser à volonté dans un cadre personnel ou non lucratif. Vous pouvez également en tirer des dérivés en retravaillant certaines diapositives. Ceci dit, si vous le faites, vous devrez distribuer ce travail en licence Creative Commons. Avant de commencer, il faut aussi que je me présente. Je m'appelle Rémi Bachelet, je suis enseignant-chercheur à l'École centrale de Lille. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, mon CV est disponible sur mon site. Par ailleurs, vous trouverez sur ce site une soixantaine de mes cours. Certains sont enregistrés en vidéo, tous sont librement téléchargeables. Cette introduction est maintenant terminée. La vidéo suivante comprend le chapitre 1 de cette formation. Je vous y présenterai le principe général de l'analyse factorielle des correspondances à partir de quelques exemples. Ce premier chapitre présente les principes de l'AFC et les données que l'on utilise en entrée. Alors, quel est le principe général de l'analyse factorielle des correspondances? Eh bien, pour le dire simplement, l'analyse factorielle traite des tableaux de nombres, tableaux qui sont souvent obtenus à partir d'enquêtes ou de questionnaires. Et l'objectif de l'AFC est de remplacer un tableau de nombres compliqué et difficile à analyser par une série de tableaux plus simples, qui sont, autant que possible, une bonne approximation du tableau d'entrée. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par simple? Eh bien, un tableau de nombres ou une matrice est simple lorsqu'elle est exprimable sous forme graphique.
Pourquoi parle-t-on d'analyse factorielle des correspondances? Eh bien, si vous avez travaillé sur des variables numériques, vous avez dû entendre parler de la corrélation. Donc on dit que deux variables sont corrélées quand, par exemple, l'une croît, l'autre croît également, l'une décroît, l'autre décroît également, elles sont corrélées. Eh bien, lorsqu'on utilise des variables nominales, par exemple des catégories, eh bien, on parlera de correspondance lorsque ces variables nominales sont liées. C'est l'équivalent de la corrélation. Deuxième question, pourquoi parle-t-on de factoriel? Eh bien, il s'agit dans l'analyse factorielle de décomposer un tableau en une somme de tableaux qui sont chacun le produit de facteurs simples. Autrement dit, on prend une matrice et on la met en facteurs. Voilà, signalons enfin, avant de commencer, que l'exemple que nous allons utiliser comme fil rouge de cette présentation est extrait d'un livre de Philippe Cibois, et donc je vous en reparlerai à la fin de cette présentation. Alors voici un tableau de nombres. Donc ce tableau de nombres est extrait de vieilles statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Alors ces statistiques correspondent à ce que deviennent les lycéens qui obtiennent le bac. Alors on le voit, à l'époque il y avait 4 séries de bac. La série A qui correspondrait aujourd'hui au bac L ou lettres. Les séries B, D, D' qui correspondraient aujourd'hui plus ou moins au bac économique. Les séries C et E qui correspondraient au bac scientifique. Et puis enfin les séries F, G, H qui correspondraient par exemple au bac pro. Alors on le voit, selon la série du bac, eh bien les orientations post-bac pour les élèves qui continuent leurs études pour devenir étudiants ne sont pas toutes les mêmes. On voit que la moitié des bacheliers vont en université, 10% en classe prépa et 40% vers d'autres orientations, notamment des IUT ou des BTS. On voit aussi que selon les séries, eh bien les orientations ne sont pas les mêmes. Alors que peut-on faire avec ce tableau? Eh bien on peut très simplement le rentrer dans un tableur et demander une représentation graphique. Donc on voit ici exactement la même chose que ce que l'on a vu dans le tableau, mais exprimé sous forme de colonnes. Donc par exemple, on voit ici que les séries F, G, H vont assez souvent vers les IUT ou les BTS. Mais bien sûr, il est relativement difficile d'interpréter un tel graphique. Prenons maintenant un autre exemple. Dans ce tableau, nous avons les choix à l'école centrale de Lille en troisième année. Donc les étudiants de troisième année choisissent un génie, par exemple mécanique avancée, et une filière. Par exemple ici nous avons la filière recherche. D'autres génies sont proposés, par exemple système électrique et électronique, qui correspondent par exemple à la filière aménagement, construction, environnement. Alors la question qu'on se pose bien sûr, c'est y a-t-il un sens dans tout cela? Alors on peut assez facilement colorier les cases selon leur effectif, et puis on peut faire la même opération que celle qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire faire un graphique à partir de ce tableau. Mais on le voit ici, le graphique devient rapidement difficile à interpréter lorsqu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de colonnes. Donc par exemple, on peut voir ici que le génie civil est fortement associé à aménagement, construction, environnement, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut tirer en utilisant ce type de graphique. Alors la question posée par l'AFC, c'est comment donner du sens à ces tableaux. L'idée centrale de l'AFC est de dire que ce qui est intéressant, ce que l'on doit chercher, c'est ce qui est inattendu par rapport à une répartition uniforme. Alors expliquons-nous. Ce qui est inattendu, c'est en quoi on est différent d'une répartition qui serait uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effet particulier, par exemple de la série du bac, sur l'orientation universitaire. Alors quel est le processus que l'on va utiliser? On va tout d'abord évaluer ce que serait une situation d'uniformité ou d'indépendance. Deuxièmement,
on va calculer en quoi ce que l'on observe diffère de cette situation d'indépendance. On a donc ici, en quelque sorte, la surprise que l'on trouve. Cette différence, on la mettra en facteur de manière à l'exprimer graphiquement pour pouvoir l'analyser. Ensuite, on interprétera le graphique ou le mapping obtenu. Et puis finalement, la question que nous nous poserons sera l'optimisation de la lisibilité de ce mapping. Voilà, ce premier chapitre est terminé. Maintenant, je vous propose de commencer les premières opérations sur les matrices, et donc pour cela, de passer à la vidéo suivante. Dans ce deuxième chapitre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet au niveau mathématique et de regarder ensemble les premières opérations sur les tableaux de nombres que nous utilisons, qui sont en fait des matrices. Donc je vous parlerai de la matrice T des données d'entrée, de la matrice des écarts à l'indépendance, et puis enfin nous aborderons la question de la mise en facteur d'une matrice. Alors souvenez-vous le cas que je vous ai proposé. Il s'agissait d'un tableau avec les orientations des lycéens obtenant leur bac. Donc ce tableau peut en fait être considéré comme une matrice. Donc on voit ici les lycéens de la série littéraire forment au total 20% des effectifs des bacheliers, ceux de la série économique 30, ceux de la série scientifique 20 et ceux des bacs pro 30%. On voit aussi que l'université prend 50% des étudiants, les classes prépa 10% et les IUT et BTS 40%. Donc ce tableau est au-dessus de matrice et je vous propose de l'appeler T. Alors la première question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si la répartition dans les filières post-bac était indépendante du type de bac. Alors pour cela, nous allons nous mettre dans l'hypothèse où on sait que 50% des lycéens vont à l'université, 10% dans les classes prépa, 40% dans les IUT BTS. On sait que 20% des bacheliers ont fait la série littéraire. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va reconstituer ce qui se passerait si tout se passait de la même manière, quels que soient les choix de série de bac. Alors, que se passerait-il? Eh bien, c'est simple. Si on prend 20% des lycéens qui ont le bac L, on en met la moitié à l'université. Cela fait donc, on prend la moitié de 20%, on a 10%. Et ainsi de suite. Par exemple, on voit que sur les 20% de bac littéraire, si on en met 10% en classe prépa, eh bien cela fait 2%. Nous obtenons ici une matrice, qui est la matrice de la situation d'indépendance, et cette matrice, nous allons l'appeler T0. Alors maintenant, rappelez-vous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'écart à l'indépendance. Nous allons donc calculer la soustraction de la matrice T moins la matrice T0 pour obtenir la matrice du reste, ou matrice R. Donc voici notre matrice T, voici notre matrice T0, et voici donc notre matrice R, qui est la matrice qui nous intéresse. Elle représente en fait, en quelque sorte, ce qui est surprenant. Alors si l'on regarde de près cette matrice R, on peut voir qu'elle a une particularité. Alors cette particularité est que quand on fait la somme des lignes, on trouve 0, et quand on fait la somme des colonnes, chaque colonne, la somme de chaque colonne est également égale à 0. Nous reviendrons là-dessus plus tard, quand nous parlerons des degrés de liberté. Maintenant, notre question est la suivante. Comment peut-on exprimer simplement R? Alors l'idée est de décomposer la matrice R en une somme de matrices que nous appellerons T1 et T2.
Et ces matrices T1 et T2 doivent posséder une propriété intéressante, c'est que chacune de ces matrices doit être factorisable. Donc le produit d'un vecteur ligne et d'un vecteur colonne. Alors mathématiquement, on sait qu'une matrice de rang n, donc dont la plus petite dimension est n, est décomposable en n matrices factorisables. Cela est démontrable mathématiquement. Donc ici on a une matrice T de rang 3, et donc elle est décomposable en 3 matrices, T1, T0, T1 et T2. Donc T est de rang 3, R, la matrice de T1 plus T2, est de rang 2. Un petit rappel pour vous rafraîchir la mémoire sur le produit matriciel. On dit que le produit matriciel de la matrice A par la matrice B est égal à ceci. Donc une matrice C. Et pour trouver la matrice C, on va faire le produit de la cellule A11 par la cellule B12, puis de cette cellule-ci par cette cellule-là, puis de cette cellule-ci par cette cellule-là, puis de celle-ci par celle-là, et on fait la somme. Donc ça, c'est le produit matriciel. Ce à quoi on s'intéresse en fait n'est pas vraiment le produit matriciel, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire on va chercher à mettre en facteur. Alors voici ici un exemple de matrice de rang 2. Eh bien, on peut la mettre en facteur par le produit d'une matrice colonne par une matrice ligne. Donc on le voit, on a une matrice T qui est 2, 2, une matrice colonne qui est 1, 2 et une matrice ligne 2, 1. Et regardons-les. Donc on voit ici la matrice colonne, ici la matrice ligne. Et on observe bien, par exemple, que ici le 2 correspond à 2 fois 1. Ici le 6 correspond à 3 fois 2. Et donc, nous allons nous intéresser maintenant uniquement aux matrices colonnes et aux matrices lignes. Alors, pour revenir à notre exemple, reprenons donc la matrice R et trouvons T1 et T2 tels que T1 et T2 sont décomposables comme C1L1 et C2L2. Donc voici une des décompositions qui serait trouvée par les logiciels. Voilà, ce chapitre est terminé. Maintenant, je vais vous proposer de passer des matrices à une représentation graphique, donc dans la vidéo suivante. Ce troisième chapitre est consacré à la manière dont on passe d'une matrice à une représentation graphique. Donc je vous y parlerai donc de la production, mais aussi de l'interprétation d'un mapping à partir de vecteurs colonnes et de vecteurs lignes, et également à partir de la notion de produit scalaire. Alors dans le chapitre précédent, nous avons obtenu une décomposition en vecteurs colonnes et en vecteurs lignes. Maintenant la question, c'est de savoir comment on passe de cette décomposition de chiffres en quelque chose que l'on peut exprimer graphiquement. Alors l'idée est qu'un vecteur colonne correspond à une modalité des données en colonne. Donc souvenez-vous, les colonnes, c'était les orientations post-bac, université, classe prépa ou IUT BTS. De même, un vecteur ligne correspond à une modalité des données en ligne. À partir de là, nous mettrons cela sur un axe, puis sur un deuxième axe, pour obtenir un repère. Alors voyons cela concrètement. Reprenons donc maintenant notre matrice. Donc on le rappelle, nous avions calculé une matrice R qui était décomposée entre T1 plus T2. Et T1 et T2 étaient tels qu'on avait C1 L1 et C2 L2. Et donc rappelons-nous le tableau de données d'origine. En ligne, nous avions les séries du bac, littéraire, économique, scientifique, professionnel. Et en colonne, nous avions les orientations, université, classe prépa, IUT BTS.
À partir de là, nous allons maintenant reporter cela dans un tableau. Alors dans ce tableau, nous allons remettre donc les chiffres que nous avions obtenus à partir de C2 et L2 et ceux que nous avions avec C1 et L1. Donc on le voit, nous avons ici les coordonnées d'un certain nombre de points. Et donc avec cela, lorsque l'on place ces coordonnées sur un repère, eh bien vous le voyez, par exemple la série A ou littéraire du bac est en 1-1, et donc c'est ici. L'université est en 2-1, et donc c'est là. Alors maintenant, une fois qu'on a réussi à transformer ces matrices et à les exprimer sous forme graphique, la question est de savoir ce que veut dire ce mapping. Reprenons donc le mapping que nous obtenons et traçons des vecteurs à partir de l'origine jusqu'au point que nous avons défini. Alors, que peut-on dire à partir de ces vecteurs? Eh bien, on observe des situations de conjonction. Alors, qu'est-ce qu'une conjonction? Eh bien, l'idée, c'est que nous avons deux vecteurs dont le produit scalaire est positif. Par exemple, ici, on voit que les bacs scientifiques C et E ont un produit scalaire positif avec la prépa. On interprétera cela en disant que les bacs C et E ont une affinité pour la prépa. Leur produit scalaire est positif et assez important. Mais on peut également avoir des situations d'opposition. Par exemple, on obtient un produit scalaire négatif lorsqu'on prend le vecteur formé par A et les orientations post-bac autres, IUT, BTS. Autrement dit, les bacs littéraires sont repoussés par les orientations du type IUT ou BTS. Et puis finalement, troisième possibilité pour le produit scalaire, une situation de quadrature. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien le produit scalaire est nul lorsque deux vecteurs sont à angle droit. Donc on voit par exemple ici, entre le vecteur du bac littéraire et celui de l'orientation prépa, on a un produit scalaire nul. Donc cela peut être interprété de la manière suivante. Les bacs A ne vont ni plus ni moins que les autres vers les prépas. Voilà, maintenant que nous savons lire un mapping, je vous propose d'aller sur des choses un peu plus complexes, sur la manière dont on trouve la meilleure manière de faire la factorisation.